Ma femme a demandé un mariage ouvert alors qu'elle me trompait déjà. J'ai dit bien sûr, puis je l'ai mise dehors, j'ai gardé la maison, les enfants et son avocat. Salut Reddit, je ne fais généralement que lire ici, mais les choses ont dégénéré alors j'ai décidé de publier mon histoire. On n'était pas tapa accent grave-l'œil, mais on était authentique. Marié depuis 5 ans, 2 enfants, une petite maison dans un coin tranquille de la ville. Je dirigeais une équipe de bétonnage, du vrai travail, du genre à ruiner tes bottes et tes genoux. Mia était la constante, elle gérait la maison, préparait les déjeuners, n'oubliait jamais les anniversaires. Elle m'envoyait des photos des garçons pendant la journée, en train de faire des bêtises. Notre petit rituel, c'était les plats à emporter le vendredi soir, soirée film avec les enfants endormis entre nous. On était une équipe. Pas de jeu, pas de drame. On était le couple qui faisait fonctionner les choses sans avoir besoin de l'annoncer en ligne toutes les 5 minutes. Je gérais les factures, je réparais tout ce qui cassait, je n'ai jamais manqué un seul poste. Elle faisait tourner la maison et s'assurait que j'avais de la nourriture chaude et des vêtements propres. On riait, on dormait parfois emmêlés l'un dans l'autre. On ne se disputait pas beaucoup, et quand ça arrivait, ça ne durait jamais plus de quelques heures. Je rentrais du travail après une longue journée et j'entendais mes enfants crier et Mia fredonner en cuisinant. C'était le genre de chaos qui ne me dérangeait pas. Elle était heureuse, j'étais fier. On avait une routine, pas parfaite mais solide. Puis les choses ont commencé à changer. Pas brusquement, pas bruyamment, juste des petits détails qui ne collaient plus. D'abord elle a arrêté de s'asseoir avec moi pendant le dîner. Elle disait qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de temps pour elle. Très bien, je comprends. Les enfants, c'est beaucoup. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle a arrêté de m'envoyer des messages pendant la journée, plus de photos aléatoires des enfants, plus de « tu me manques ». Quand je lui écrivais, je recevais des réponses d'un seul mot, oui, ok, occupé, en route. Puis le maquillage est apparu. Elle se maquillait entièrement juste pour faire des courses, coiffée, en leggings neufs, parfumée juste pour aller à la poste. Elle ne faisait jamais ça avant. Elle m'a dit qu'elle se lançait dans le bien-être, qu'elle s'était inscrite au yoga et au pilates. Elle a acheté plein de trucs en ligne, des gourdes sophistiquées, des tapis de yoga, des carnets. Je lui ai demandé qui payait tout ça. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que c'était son argent. Ça aussi, c'était nouveau. Elle a dit qu'elle avait besoin de se retrouver, qu'elle était plus qu'une simple maman. Je lui ai répondu que je n'avais jamais dit le contraire. Elle s'est tue et elle est partie. J'ai pensé qu'elle traversait quelque chose, du stress, un burn-out. Ça arrive. Je n'ai pas insisté. Je lui ai laissé de l'espace. J'ai commencé à en faire plus à la maison, préparer le petit déjeuner pour les garçons, m'occuper du coucher quand je rentrais, plier le linge le soir, juste pour essayer de tenir bon. Mais l'espace que je lui donnais, elle le remplissait avec de la distance. Elle a arrêté de dormir dans notre lit la moitié du temps. Elle disait que le plus jeune avait du mal à dormir, donc elle restait dans sa chambre. Je comprends ça, pour une nuit, peut-être 2. Mais c'est devenu des semaines, puis un mois. J'ai commencé à me réveiller seul plus souvent qu'à ses côtés. Les week-ends étaient autrefois consacrés à la famille, les parcs, les petits déjeuners ensemble, les activités avec les enfants. Elle a commencé à organiser des sorties en solo, des soirées entre filles, des excursions d'une journée avec des amis du yoga. Elle ne voulait jamais que je les rencontre. Elle disait que je ne matcherais pas avec elle, peu importe ce que ça veut dire. Les garçons l'ont remarqué. Mon plus jeune m'a demandé un soir pourquoi maman ne mangeait plus avec nous. Je lui ai dit qu'elle était juste occupée. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Puis ses habitudes avec son téléphone ont changé. Elle l'emportait partout, même aux toilettes, toujours l'écran tourné vers le bas. Avant ça, elle me tendait son téléphone pour que je vérifie quelque chose pendant qu'elle conduisait. Maintenant, il était collé à sa main. Je n'ai pas fouiné, pas au début. Je ne suis pas ce genre d'homme. Mais plus elle s'éloignait, plus c'était évident. Un soir, je suis passé près d'elle dans le couloir. Elle souriait en regardant son écran. Je lui ai demandé ce qui était drôle. Elle a éteint l'écran et m'a dit que c'était juste un mème débile. Elle ne m'a rien montré. Même pas essayé de faire semblant. C'est là que mon radar s'est enfin activé. Je ne voulais pas y croire, mais quelque chose clochait. J'ai commencé à être plus attentif. Les séances de yoga duraient de plus en plus longtemps. Parfois, elle partait après le dîner et ne revenait qu'après minuit.
Elle disait qu'elle prenait des smoothies après le cours. Puis elles ont commencé à faire des méditations nocturnes. Bien sûr. Un soir, elle a oublié son téléphone sur le chargeur. Je ne cherchais même pas à fouiller. Je suis juste passé à côté, posé sur la table de nuit, et une notification est apparue. Message d'un certain maçon, je n'arrête pas de penser à hier soir. Refaisons ça très bientôt. Voilà, c'était fini. Plus de suppositions. Plus de bénéfice du doute. Quand elle est rentrée ce soir-là, je n'ai rien dit. Je suis resté assis là, j'ai hoché la tête, je lui ai demandé si le yoga s'était bien passé. Elle a souri, m'a dit que c'était incroyable, m'a embrassé sur la joue et est montée à l'étage. Elle ne savait pas que je savais. Et je n'allais pas tout gâcher en réagissant trop vite. Parce qu'à l'instant où j'ai vu ce message, j'ai cessé d'être l'homme qui tenait la maison debout, et j'ai commencé à être l'homme qui faisait un plan. Le lendemain matin, elle fredonnait dans la cuisine comme si de rien n'était, le café en train de couler, elle donnait à manger aux enfants, comme si elle n'avait pas passé la nuit avec un type nommé Mason. Je l'ai regardée verser des céréales pour notre plus jeune, comme si elle vivait encore dans la maison que nous avions construite ensemble. Même pyjama qu'elle avait porté une centaine de fois, même petites conversations anodines, comme si rien dans sa vie n'était en train de pourrir. Je me suis assis, j'ai mangé mes œufs sans dire un mot. Les enfants riaient à propos des dessins animés. J'ai demandé si leur sac était prêt. Elle a embrassé notre aînée sur le front, comme si elle méritait encore ce rôle. Avant de partir, je lui ai dit, on doit parler ce soir. Elle s'est arrêtée, une cuillère dans une main, le téléphone dans l'autre. D'accord, elle a dit. Tout va bien? J'ai répondu, juste parler. Puis je suis sorti. J'ai travaillé toute la journée calmement, j'ai coulé du béton comme d'habitude, j'ai laissé mon esprit suivre les rails pendant que mes mains faisaient le boulot. Mais je n'étais pas en colère, pas paniqué. J'étais prêt. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, je me suis assis sur le canapé avec son téléphone dans la main. Je n'avais pas besoin de le déverrouiller. Je l'ai juste levé. Ce maçon, tu couches avec lui. Elle a cligné des yeux une fois, puis deux. Pas de manipulation, pas de fausse indignation. Elle a simplement soufflé par le nez et dit, je m'ennuie. Elle a vraiment dit ça, ennuyée, comme si c'était un passe-temps qui ne l'amusait plus. Puis le coup de grâce, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être essayer un mariage ouvert. Visage neutre, aucun remords, aucune excuse. Elle l'a dit comme si elle suggérait qu'on échange nos abonnements de streaming. Un détachement total. J'ai hoché la tête lentement, sans élever la voix, sans broncher. Ouais, bien sûr, j'ai dit, essayons. Elle a cligné des yeux, surprise, puis elle a souri, un vrai sourire suffisant. Elle s'est approchée, m'a embrassé sur la joue et a dit, je savais que tu comprendrais un jour. Elle pensait qu'elle venait de gagner, qu'elle était maligne, que je continuerais à cuisiner, à réparer les gouttières, à gérer le coucher pendant qu'elle se faisait démonter dans des chambres d'hôtel. Le lendemain matin, j'ai embrassé les garçons, préparé mon déjeuner et pris la route. Ensuite, j'ai appelé Marissa. Ce n'était pas juste une avocate. Je la connaissais par un gars pour qui j'avais fait des travaux de fondation il y a quelque temps. Un mec solide. Il m'avait dit une fois, si jamais tu te retrouves dans une galère, appelle Marissa, elle ne rate jamais sa cible. Il avait raison. Je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit que j'avais des preuves, que ma femme me trompait, mais qu'elle essayait de transformer ça en une sorte de mariage progressiste. On vivait dans un état à partage égal. Je ne voulais pas qu'elle parte avec la moitié. Je ne voulais pas qu'elle parte avec quoi que ce soit. Marissa a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit, on fera en sorte qu'elle obtienne ce qu'elle mérite, ce qui ne sera pas grand-chose. Elle m'a donné une liste, je l'ai suivie comme une bible. Étape 1, ouvrir un nouveau compte bancaire à mon nom uniquement. J'ai laissé assez d'argent sur le compte joint pour couvrir les factures, je ne voulais pas que Mia se doute de quelque chose. J'ai transféré mon salaire vers le nouveau compte. Elle n'a rien dit. Étape 2, j'ai transféré le titre de propriété de mon camion vers mon entreprise à responsabilité limitée. Il y a des années, j'avais enregistré une petite entreprise de bricolage. Je ne l'avais pas beaucoup utilisée, mais tout était légal. Maintenant, ce camion était un actif professionnel, pas un bien commun. Étape 3, j'ai dit à Mia que je voulais refinancer la maison. J'ai joué la carte du mec détendu, j'ai dit que ça permettrait de baisser les mensualités. Je lui ai tendu les papiers, elle a signé l'acte de renonciation qui retirait son nom de la propriété.
Elle ne l'a même pas lu. Elle a juste signé, souri et dit, c'est agréable de te voir à nouveau proactif. Bien sûr. Étape 4, j'ai ressorti l'ancien iPad qu'on utilisait quand les enfants étaient petits. Je l'ai connecté à son compte iCloud. Elle n'a même pas demandé où il était passé. Les messages ont commencé à arriver en quelques heures. Textos, photos, invitations de calendrier, mémos vocaux. Elle a tout donné. Elle et ma sonne se parlaient tout le temps, en pleine journée, tôt le matin, tard le soir. Lui aussi était marié, 2 enfants, sa femme ne se doutait de rien. Son profil faisait de lui un saint de banlieue. Tenues assorties, photos au champ de citrouille, gâteau d'anniversaire avec écriture parfaite. Mais ces messages, c'était de la crasse. Il disait à Mia quel était son échappatoire, qu'elle lui redonnait sa virilité. Elle l'appelait le bébé et lui envoyait des selfies dans le miroir de Emma salle de bain, en portant des choses que je n'avais pas vues depuis des mois. Il réservait des hôtels sous de faux noms. Elle utilisait son numéro Google Voice. J'ai tout suivi, capture d'écran, reçu, historique d'hôtel, même ses transactions Venmo. J'ai tout sauvegardé, 2 fois. Marissa était chirurgicale. Elle m'a dit les prochaines étapes. Retirer le nom de Mia de tous les comptes domestiques, révoquer toute procuration, transférer les services publics à mon entreprise, préparer un système de sécurité et changer le code de la serrure connectée. Elle veut être libre, a dit Marissa, alors on va lui donner sa liberté. Pendant ce temps, Mia rayonnait. Elle rentrait tard du yoga, portait des jeans plus serrés, prenait des vitamines, recommençait même à cuisiner, comme si elle me récompensait pour être aussi compréhensif. Elle m'a dit qu'elle avait prévu une retraite avec ses amis du yoga dans le nord de l'État. Elle a dit, 2 semaines juste pour se recentrer. J'ai hoché la tête. Bonne idée. Elle m'a demandé si je serais d'accord de rester seule avec les enfants. Je lui ai dit, on ira très bien. Prends ton temps. Elle m'a fait un long câlin avant de partir, très émue, probablement persuadée qu'elle faisait quelque chose de noble, qu'elle choisissait enfin de penser à elle. Elle a fait ses valises, embrassé les enfants et est partie en voiture, comme si elle ne revenait pas vers une porte verrouillée. Pendant qu'elle était en voyage, j'ai terminé la dernière phase. Tout était prêt. Elle ne se doutait de rien. Elle est rentrée 3 jours plus tôt. Je ne sais pas si ma sonne a eu des remords, s'ils se sont disputés ou si elle s'est simplement encore ennuyée. Mais elle s'est pointée à la maison un jeudi soir comme si rien n'avait changé. J'ai tout vu sur le flux de la caméra de sécurité depuis mon camion. Elle portait un legging de yoga, les cheveux attachés, faisait défiler son téléphone en marchant vers la porte d'entrée, comme si elle avait encore tous les droits. Elle a essayé le code. Rien. Elle a réessayé. Toujours rien. Encore une fois. Toujours rien. Elle a penché la tête, confuse, regardé autour d'elle, peut-être en pensant que le système avait bugué. Puis elle a frappé. Doucement d'abord. Elle a attendu. Puis elle a frappé plus fort. Elle n'avait aucune idée que j'étais à un pâté de maison, garé sur le parking d'une station-service, en train de tout regarder depuis mon téléphone. J'ai envoyé un message à Marissa, elle est rentrée. Sa réponse a été rapide, on y va. 15 minutes plus tard, on est arrivé dans l'allée, moi avec mon camion, Marissa avec sa berline. Tous les deux calmes. Elle avait une chemise cartonnée à la main. Moi, juste mes clés dans la poche et la paix dans la poitrine. Mia s'est retournée dès qu'elle nous a vus. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas, a-t-elle demandé, déjà agacée. J'ai marché lentement vers elle, sans dire un mot. Marissa est restée juste à côté de moi, ses talons claquant sur le béton comme si c'était juste une autre réunion. J'ai déverrouillé la porte manuellement avec la clé principale et je l'ai ouverte, mais je suis resté dans l'encadrement, bloquant l'entrée. Mia a essayé de passer, j'ai levé la main et lui étendu la chemise. C'est quoi ça, a-t-elle lâché. Les papiers du divorce, tout est couvert, j'ai dit. Ton nom a été retiré du bail, les factures ne sont plus à ton nom, les serrures ont été changées, les comptes bancaires sont fermés. Tu ne vis plus ici. Le visage de Mia s'est décomposé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas juste me foutre dehors. Marissa a parlé pour la première fois, en fait, si. Et c'est déjà fait. Ton nom a été légalement retiré de la propriété il y a plus de 2 semaines. La voix de Mia est devenue aiguë. Non, c'était pour le refinancement. Non. J'ai dit, c'était un acte de renonciation. Tu l'as signé quand je t'ai dit qu'on pouvait baisser les mensualités. Tu ne l'as pas lu.
Tu voulais juste que je me taise. Alors je me suis tue, et tu as abandonné tes droits. Elle s'est tue une seconde, figée, feuilletant les pages, scannant comme si son cerveau ne suivait pas. Son visage est devenu rouge, puis elle a levé les yeux vers Marissa. Oh mon Dieu! C'est pour ça que tu es là. Tu couches avec lui? Marissa n'a pas bronché. Non. Je suis juste celle qui a aidé à démanteler ton mensonge. Mia s'est tournée vers moi, en pleine crise. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste m'effacer. J'ai reculé et ouvert la porte juste assez pour qu'elle puisse voir le salon impeccable derrière moi. Tout était en ordre. Rien ne manquait sauf elle. Tu disais vouloir la liberté et j'ai dit. Tu l'as eue. Elle a fait un pas en avant, mais j'ai refermé la porte à moitié. Tu auras des droits de visite fixés par le tribunal. Tout ce que tu as laissé ici et qui t'appartient légalement sera emballé et livré. Elle a cligné des yeux. Tu es sérieux? Je n'ai pas répondu. Et c'est là qu'elle a vraiment compris. Non. Tu peux pas. Je n'ai pas de boulot en ce moment. Je suis censé aller où? Demande à Mason, j'ai dit. Ce nom l'a frappé plus fort que la porte n'aurait pu le faire. Elle s'est tue, puis elle a vrillé. Elle a commencé à crier, à pleurer, à frapper à la porte, à hurler que j'étais cruel, que j'abandonnais ma famille, que je lui devais quelque chose. La même femme qui a laissé ses enfants pour des retraites de yoga et des week-ends de guérison avec un homme marié réclamait maintenant de la loyauté. Elle a commencé à appeler des gens. Sa mère. Sa meilleure amie JC. J'entendais la panique dans sa voix depuis l'intérieur de la maison. La même femme qui m'avait traité d'ennuyeux 6 semaines plus tôt pleurait maintenant comme une victime sur le perron. Elle a abandonné au bout de 10 minutes. JC, la meilleure amie de Mia, est arrivée. Débardeur, chignon haut, claquette claquant sur le bitume. Elle ne m'a même pas salué. Tu es écœurant, elle a crié. Après tout ce que Mia a fait pour toi. Marissa est intervenue. Elle l'a trompé. Il a des preuves. Ton ami a été notifié. Ce ne sont plus tes affaires. JC a soufflé, ah, donc maintenant c'est toi la maîtresse, logique. Marissa a souri et a sorti une copie de l'ordonnance du tribunal. Si l'une de vous tente d'entrer dans la propriété, cela devient une intrusion criminelle. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez attendre l'agent. Je viens de lui envoyer un message. JC s'est figé. Tu as appelé les flics? Non, j'ai dit. Moi non. Mais on les a en raccourci. JC a tiré Mia par le bras. On s'en va. Mia n'a pas bougé. Elle m'a regardé, brisée et furieuse, comme si c'était moi qui avais trompé. Tu étais censé m'aimer quoi qu'il arrive. Je l'ai regardée sans émotion. Je t'aimais. Jusqu'à ce que tu couches avec un autre. Elle a finalement tourné les talons et est montée dans la voiture de JC. Elles sont parties en trombe. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, vérifié les caméras et fermé les stores. Marissa s'est assise à la table de la cuisine et a recommencé à trier les documents, comme si c'était juste un autre jeudi. Calme. Propre. Concentré. On n'a pas dit grand-chose. Elle m'a dit que la date d'audience était fixée, que la garde serait simple puisque j'avais tout documenté, et que la division des biens était déjà bétonnée. J'ai hoché la tête. Merci pour tout. Elle a esquissé un léger sourire. Tu t'en es mieux sorti que la plupart. Je ne voulais pas de vengeance, j'ai dit. Je voulais juste sortir de là, en silence. Tu as eu les deux, elle a répondu. On ne s'est pas pris dans les bras. On n'a pas flirté. On est juste retourné au travail. Elle a rangé ses dossiers et je l'ai raccompagnée à sa voiture. Elle m'a remercié pour le café. Je l'ai remercié pour la clarté. Et pour la première fois depuis des mois, la maison semblait propre, l'air semblait immobile. Et Mia, elle, n'avait nulle part où aller, aucun homme pour la sauver, et rien à emporter. Vendredi matin, Mia était déjà au téléphone. Mes voisins l'ont entendu pleurer en parlant à sa mère, assise sur un banc en bas de la rue. Elle disait que je l'avais piégée, qu'elle avait été prise par surprise, qu'elle avait subi des abus financiers et une manipulation émotionnelle. Des nouveaux mots, aucune responsabilité. À midi, j'ai reçu un message de sa mère, la même femme pour qui j'avais payé le loyer 3 fois l'an dernier, la même femme qui m'avait appelé un homme bien après que j'ai réparé son chauffe-eau pendant une tempête. Elle m'a écrit, tu devrais avoir honte. Tes enfants méritent mieux. Je n'ai pas répondu.
À 14 heures, JC avait posté un coup de gueule sur Facebook, plein de drames. Elle affirmait que Mia avait été jetée comme une ordure par son mari après 7 ans de mariage, alors qu'elle essayait de guérir de longues années de souffrances silencieuses. Tout en majuscule, avec un hashtag en prime. Quelques cousins de Mia ont commenté. Les hommes sont des ordures, a dit l'un. Je savais qu'il était contrôlant. Aucun d'eux ne m'avait appelé durant l'année écoulée, même pas pour les anniversaires. Marissa m'a envoyé les captures d'écran par mail. Elle préparait déjà une réponse pour l'audience de garde. Elle m'a dit de rester silencieux. Je l'ai fait. Le lendemain, Mia a déposé une demande d'ordonnance d'urgence. Elle affirmait que je l'avais enfermée dehors sans avertissement, que je me servais des enfants comme levier, qu'elle était victime d'abus financiers. Son dossier était un désastre. Pas de date, pas de pièces jointes, aucune preuve réelle, juste de la rage imprimée. Le juge l'a rejetée en moins de 2 heures. Lundi matin, elle est venue à l'audience avec des lunettes de soleil. JC était assise derrière elle, les bras croisés. Elles n'ont regardé personne. La femme de Masson, elle, est arrivée seule, tenue professionnelle, une chemise à la main, calme. Marissa lui avait déjà envoyé tous les éléments, photos, textos, relevés d'appel, confirmation de réservation, messages audio, messages privés sur les réseaux sociaux. La femme de Masson avait tout imprimé, classé, daté. Elle l'a remis directement à l'huissier. Le juge a pris le dossier sans dire un mot. Mia ne savait pas qu'elle venait. Masson non plus. Son avocat n'avait rien préparé. Quand le juge a lu la première pièce du dossier, une correspondance entre la défenderesse et un tiers marié, Mia s'est figée. JC s'est penché pour lui souffler quelque chose. La femme de Masson n'a pas regardé Mia. Mia n'a pas regardé Masson. Elle fixait droit devant elle. Le tribunal m'a accordé la garde temporaire complète, avec un droit de visite surveillée pour Mia, 3 heures par semaine, dans un lieu public. Elle n'avait ni emploi, ni adresse, ni stabilité. Le juge lui a demandé si elle avait des ressources. Elle a dit qu'elle se débrouillerait. JC s'est levé après le verdict et a crié « C'est une injustice ». L'huissier lui a demandé de s'asseoir ou de sortir. Elle est sortie, claquette bruyante, attitude plus bruyante encore. Dehors, Mia a essayé de m'intercepter dans le couloir. « Tu as tout planifié », elle a dit. « Correct », j'ai répondu. « Ce n'est pas juste. Ce que tu as fait ne l'était pas non plus. Tu me punis d'avoir été honnête. Tu as menti pendant des mois. » Elle a regardé Marissa. « Et toi, tu es d'accord pour l'aider à faire ça ?» Marissa a serré sa mallette. « C'est mon client. Il n'a pas trompé. Il n'a pas menti. Il a suivi la loi. Tu lui as donné les outils. Je lui ai juste montré comment les utiliser. » Mia s'est remise à pleurer dans le couloir, assise sur un banc. La femme de Masson est passée devant nous, s'est arrêtée, s'est tournée vers Mia et lui a dit « Dis à Masson que moi aussi, j'ai changé les serrures. » Elle n'a pas haussé le ton, elle n'a pas souri. Elle a juste continué son chemin. Mia n'a pas parlé pendant 30 secondes. Elle fixait le couloir comme si le sol l'avait trahi. Je suis allé au parking. Marissa m'a suivi. On n'a pas beaucoup parlé. J'ai ouvert sa portière. Elle est montée. Ce soir-là, JC a encore posté. Elle m'a traité de vindicatif, a dit que j'avais utilisé la justice pour voler des enfants, que j'avais instrumentalisé le système. Marissa a envoyé une mise en demeure. Le lendemain matin, le poste avait disparu. Mia a tenté d'envoyer un message depuis un nouveau numéro, les garçons ont besoin de leur mère. Ce n'est pas toi, ça. Parlons, sans avocat. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante, elle a appelé depuis le téléphone d'une amie. Message vocal. Elle disait qu'elle dormait sur le canapé de quelqu'un. Elle disait qu'elle ne s'attendait pas à ce résultat. Elle disait qu'elle ne savait pas que Masson était marié. Elle demandait une seconde chance. Je n'ai pas répondu. Elle a supplié. Puis menacé. Puis tenté la culpabilité. Rien n'a changé. La semaine suivante, elle a envoyé un mail, « Est-ce que je peux au moins avoir la voiture ?» J'ai répondu, « Elle est enregistrée au nom de mon entreprise. » C'est tout. J'ai gardé les choses propres, sans émotion, sans chaos. Marissa s'est chargée des démarches. L'ordonnance de garde est devenue permanente 2 mois plus tard. Mia ne s'est pas battue. Elle n'en avait pas les moyens. Le juge avait tout vu.
Aucune contestation. Aucune opposition. Les garçons ont arrêté de demander pourquoi elle n'était plus là après un mois. Je n'ai pas dit du mal d'elle. J'ai juste dit qu'elle avait besoin d'espace. Ils sont passés à autre chose. Les enfants sont résilients quand la maison est calme. Marissa prenait des nouvelles tous les quelques jours, pour les papiers, les mises à jour de planning. Un vendredi, elle est venue déposer un dossier elle-même au lieu de l'envoyer par mail. Elle a dit qu'elle était dans le coin. On a pris un café. On a parlé d'elle, de son enfance avec un père dans une situation similaire. Elle se confiait rarement. Cette fois, elle l'a fait. Elle m'a demandé comment je m'adaptais. Je lui ai dit la vérité, j'ai l'impression d'avoir vécu avec une étrangère pendant 2 ans. Je redécouvre simplement la paix. Elle a souri à ça. Elle a dit que j'avais géré les choses en adulte. Pas de drame. Pas de menace. Une sortie propre. Elle est restée 1 heure de plus. On a parlé de tout sauf du dossier. Quand elle est partie, elle s'est arrêtée à la porte. Tu as bien fait. Tes garçons ont de la chance. Je lui ai dit que moi aussi. J'avais eu la bonne aide. 2 mois ont passé. Des mois calmes. Pas d'appel. Pas de drame. Aucune visite surprise. Les garçons se sont installés dans une nouvelle routine. Je gérais les matins, les préparatifs pour l'école, les déjeuners, les dépôts. Les soirées étaient plus fluides, la maison restait propre, le linge était plié, le frigo restait rempli. Les garçons ont arrêté de demander quand maman reviendrait. Mia venait aux visites surveillées, mais elle n'était jamais régulière. Elle en a manqué 3 d'affilée sans explication. J'ai tout consigné, exactement comme Marissa me l'avait dit. Un jour, elle est arrivée en retard, 30 minutes après le début de la séance. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, sweat à capuche, vieux jean, pas de maquillage, les yeux creusés. Elle s'est assise en face des enfants sur un banc public, comme une invitée, pas comme une mère. Pas de jouets, pas de goûter, juste des questions creuses et des sourires forcés. Notre plus jeune n'a pas dit un mot. Notre aîné lui a demandé si elle était malade. Elle a dit non, juste fatiguée. Il a hoché la tête et est retourné à sa boîte de jus. Après la visite, j'ai reçu un appel du superviseur nommé par le tribunal. Il m'a dit, elle ne s'implique pas. Si elle continue à manquer les séances ou à venir sans préparation, les visites pourraient être suspendues. Je lui ai dit de tout documenter, sans commentaire. Marissa m'a envoyé un nouveau formulaire plus tard cette semaine-là, requête pour formaliser la garde exclusive. Mia n'a pas déposé de réponse. Le délai est passé, jugement par défaut rendu. J'ai gardé ma maison, gardé les enfants, gardé le camion, gardé la paix. Mia n'a rien gardé. La semaine suivante, JC m'a envoyé un message, « Tu crois que tu vaux mieux maintenant ? Tu l'as brisé. Elle est dans un motel. Elle n'a plus rien. T'as fait passer ton message. Je l'ai laissé en vue. » Un jour plus tard, Mia m'a envoyé un mail directement, « Je suis sans abri. Mes parents m'ont coupé les vivres. Je ne peux pas me payer un avocat. Aide-moi. Je reste leur mère. » Elle avait joint une liste d'objets, quelques vêtements, de vieux livres, quelques souvenirs, rien de précieux. J'ai répondu en une ligne, « Tout ce qui est sur ta liste est dans une boîte. Tu peux venir la récupérer sur le perron, vendredi entre 9h et midi. » Elle n'a pas répondu. Vendredi est arrivé. Elle est venue en retard, a pris la boîte sans la regarder, pas de contact visuel, aucune tentative de parler, elle est juste retournée à sa voiture, est restée assise 10 minutes puis est partie. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Une semaine plus tard, Marissa est passée pour revoir les documents finaux. Le tribunal avait finalisé la garde et le partage des biens. Tout était scellé, aucun détail laissé en suspens. Elle a apporté du café, j'ai fait le petit déjeuner. Ce n'était pas un rendez-vous, juste une clôture. Après le repas, elle s'est assise sur le perron pendant que je nettoyais. Les garçons étaient chez leurs grands-parents pour le week-end, la maison était calme. Elle m'a demandé comment j'allais, pas en surface, directement. J'ai dit, mieux. Elle a demandé si j'avais déjà pensé à ce qui se serait passé si Mia n'avait jamais trompé. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Elle a hoché la tête. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Je ne fais pas semblant, je suis juste lucide. Elle a souri à ça, s'est adossée à la chaise, détendue. On a continué à parler,
pas du tribunal, pas de Mia, juste des choses normales, nourriture, famille, musique, son boulot, mon équipe. Des choses sans retombées. La conversation était fluide, naturelle. Quand elle est partie, elle s'est arrêtée à la porte, un peu plus longtemps cette fois. Je suis là, elle a dit. Pas professionnellement, juste en général. J'ai hoché la tête. J'apprécie. Elle a souri, est montée dans sa voiture et est partie. Pas de pression, pas d'attente. Ce soir-là, j'ai regardé autour de la maison. Elle était toujours propre, fonctionnelle. Pas de dispute simulée, pas de tension. Plus besoin de me demander à qui elle écrivait. Juste la paix. C'était ça, la différence. 2 mois supplémentaires ont passé. Mia a disparu des réseaux. Son nom ne s'affichait plus dans les alertes judiciaires. Le bruit a couru que la femme de Mason avait divorcé. Rapide, net. Elle avait gardé la maison, les enfants, le SUV. Mason avait emménagé chez un ami dans une autre ville, sans emploi, sans garde. Probablement toujours en train d'utiliser des selfies de salle de sport pour chercher de la validation. JC, silencieuse. Probablement occupée à trouver quelqu'un d'autre à parasiter. Mia a renvoyé un mail. Une seule ligne, cette fois, ils ne veulent pas m'embaucher. Je n'ai nulle part où aller. J'ai transféré le message à Marissa. Elle l'a signalé, documenté. Aucune action nécessaire. 2 autres semaines ont passé. Puis un message de sa mère, elle est dans un foyer. Quel genre d'homme laisse la mère de ses enfants souffrir comme ça? Je n'ai pas répondu. Je ne me souciais plus de ce qu'il pensait. Je n'étais pas là pour réparer ce qu'elle avait cassé. J'étais juste là pour m'assurer que ça ne retombe pas sur mon seuil. Fin de l'été, les garçons et moi avions trouvé notre rythme. Je travaillais, j'économisais, je les élevais bien. Leurs notes ont remonté, leur comportement s'est stabilisé. Ils souriaient plus, riaient plus fort. J'ai commencé à les emmener en sortie le week-end. Rien de luxueux, randonnée, pêche, bowling. Juste du temps ensemble. Marissa m'a envoyé un message un dimanche, « Tu as déjà essayé ce resto BBQ dont je t'ai parlé ?» J'ai dit non, mais les garçons adorent les côtes. Elle a demandé si je voulais de la compagnie la prochaine fois, pas d'un ton charmeur, juste direct. J'ai dit, pourquoi pas. On y est allé ce vendredi. Elle nous a rejoints là-bas. Pas de talons, pas de dossier, juste un jean et un t-shirt propre. Elle a parlé aux garçons comme si elle les connaissait depuis toujours, plaisanté avec eux, posé de vraies questions. Elle ne leur a pas parlé comme à des bébés, ni au-dessus d'eux. Ils l'ont aimée. Moi aussi. Après le dîner, je lui ai proposé de la raccompagner à sa voiture. Les garçons dormaient dans le camion, le ventre plein, assommés par la sauce et les frites. On s'est arrêté à sa portière, pas de gêne. Elle a demandé, « Tu crois que tu es prêt pour quelque chose de normal à nouveau ?» J'ai dit, « Je ne me précipite pas. » Elle a répondu, « Parfait. » Pas de pression. Juste du vrai. Je l'ai regardé partir. Je ne me sentais pas nerveux, pas désespéré, juste stable. Le dernier mail que j'ai reçu de Mia est arrivé quelques semaines plus tard. Elle disait qu'elle avait été acceptée dans un programme de logement transitoire. Elle devait suivre une thérapie, postuler à des emplois, se présenter chaque semaine. Elle disait qu'elle essayait de devenir meilleure. Pas de supplication, pas de culpabilité. Je n'ai pas répondu. Marissa et moi nous sommes revus plusieurs fois après ça, toujours de manière détendue, jamais compliquée. Parfois juste un café, parfois avec les garçons, parfois sans. Elle ne m'a jamais demandé plus que ce que j'avais à offrir. Je n'ai jamais fait semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. Et c'est ce qui fonctionnait, parce qu'après tout, après la trahison, les mensonges, le chaos juridique, les calomnies en ligne, je n'ai jamais haussé la voix, je n'ai pas frappé, je n'ai envoyé aucune menace, je n'ai brûlé aucun pont. Je l'ai juste laissé entrer dans le chaos qu'elle avait créé. Et quand la poussière est retombée, j'étais encore debout, calme, concentré, tenant bon, pendant qu'elle n'avait plus rien d'autre que le silence. 3 mois plus tard, je l'ai vue sortir d'un salon de manucure dans une galerie commerciale, un sac poubelle sur l'épaule. Pas un sac de sport, pas une valise, un sac poubelle. Elle avait l'air plus mince, pâle, portant la même paire de baskets contrefaites qu'elle se moquait autrefois de voir aux pieds d'autres femmes. Je n'ai rien dit. Je suis resté assis dans mon camion, sur le parking, moteur tournant,
la regardant monter dans une voiture qui n'était pas la sienne, probablement un covoiturage ou celle de ses parents. Difficile à dire. Son père m'avait bloqué sur Facebook après que j'ai coupé l'aide pour le loyer. La vie de Mia a vite dégringolé. D'abord les entretiens d'embauche se sont effondrés. Apparemment, peu d'employeurs veulent embaucher quelqu'un sans expérience récente et connu pour ses déboires juridiques. Mason a disparu une semaine après qu'elle se soit fait mettre à la porte. Sa femme l'avait ruiné au tribunal, avait gardé la maison, la garde complète et la moitié de son matériel de musculation. Il vit maintenant dans un T2 et, la dernière fois que j'ai vérifié, conduit pour Uber la nuit. Quand Mia a compris que Mason ne construirait pas de vie avec elle, elle a essayé de revenir vers moi. Numéro bloqué, puis un nouvel email, puis encore un autre numéro. Tous redirigés vers les spams. Elle a même tenté d'utiliser le compte de sa cousine pour m'envoyer un message sur Facebook. Elle disait qu'elle s'était perdue, que les garçons lui manquaient, qu'on pouvait réparer les choses pour eux. Je n'ai pas répondu. Je suis resté concentré. Le divorce a été finalisé en 43 jours grâce au travail préparatoire de Marissa. Tout était solide. Mia a tenté de contester les finances, a dit que je l'avais piégée pour qu'elle signe l'acte de renonciation. Le juge a examiné les papiers et posé une seule question, avez-vous lu le document avant de le signer? Elle a dit non. Le juge a hoché la tête. Affaire classée. Elle n'a rien obtenu. Littéralement rien. Pas de maison, pas de camion, pas d'économie. Elle a demandé une pension alimentaire. Marissa a riposté avec les preuves de son infidélité. Le juge l'a rejetée immédiatement. Elle a pleuré au tribunal, fort, théâtral. Elle a dit au juge que je l'avais manipulée émotionnellement, a affirmé que le mariage ouvert était mutuel. Marissa a glissé un message imprimé, et si on essayait un mariage ouvert? Je m'ennuie. Directement issu du téléphone de Mia. Après cela, elle ne s'est même pas présentée à l'audience suivante. Les garçons sont restés avec moi. Elle n'a pas réellement contesté la garde. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour guérir. Traduction, elle savait qu'elle allait perdre et ne voulait pas porter la responsabilité. Je n'ai pas insisté. J'ai juste déposé les papiers. Pas de lutte. Pas de drame. Une signature propre, terminée. J'ai engagé une équipe de nettoyage, fait nettoyer la maison en profondeur, acheté de nouveaux meubles, jeté les anciens draps, brûlé le matelas, tout remis à zéro. Je n'étais pas amer. J'étais propre. Marissa est passée déposer les derniers documents finalisés. Les garçons étaient chez mes parents pour le week-end. Je lui ai proposé un café. Elle a ri. Tu sais, la plupart des hommes se seraient effondrés à la moitié de ce que tu as traversé. J'ai haussé les épaules. On m'a appris à finir ce que je commence. Elle s'est arrêtée. Et commencer quoi? Tu veux dire finir? Je l'ai regardée calmement, simplement. Oui. Ça aussi. Elle n'est pas partie tout de suite. On a parlé un peu. Elle m'a demandé comment je m'adaptais. Je lui ai dit la vérité, j'aime le silence. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. Elle avait enlevé ses talons. Elle s'est assise sur mon canapé, une jambe repliée sous elle, a dit quelque chose à propos de son propre divorce des années auparavant. Rien d'émotionnel. Juste des faits. On ne s'est pas embrassé. Rien de ce genre. Mais quand elle est partie, elle a souri. Un vrai sourire. Le premier que j'avais vu depuis des mois. Quelques semaines plus tard, on a emmené les garçons à un match de Ligue mineure. Juste en amis. Mais la façon dont elle s'est occupée d'eux, a acheté les bons snacks, su quand parler et quand rester en retrait, c'était différent. Elle ne simulait rien. Elle n'en faisait pas trop. Elle existait d'une manière qui avait du sens. Mia, pendant ce temps, dormait sur les canapés des uns et des autres. Ses amis avaient disparu une fois le drame retombé. Elle avait brûlé ses économies en essayant de repartir de zéro. D'après les rumeurs, elle avait tenté de poursuivre Mason après qu'il les ghostait. On s'était moqué d'elle en médiation. J'ai reçu un appel de sa mère. Elle m'a dit que Mia vivait chez eux. Qu'elle ne mangeait plus beaucoup. Qu'elle regrettait tout. J'ai écouté. Je n'ai pas dit un mot. Puis j'ai raccroché. Ce soir-là, Marissa m'a envoyé un message. Elle m'a demandé si je voulais venir dîner. Rien de sophistiqué, juste à emporter. Elle a dit qu'elle commanderait des côtes. Les garçons dormaient.
Je me suis assis au bord du lit quelques secondes, regardant le sol propre. Pas de désordre. Pas de culpabilité. Pas de faux sac de yoga cachant de la lingerie. J'ai répondu, avec plaisir.